Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très ravi de vous accueillir ce soir dans cette troisième partie de la visioconférence 1 consacrée aux prérequis de la lecture critique d'articles scientifiques. Docteur Chebani, nous venons de commencer. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? Très bien. Donc, je disais qu'on va terminer aujourd'hui la première visioconférence qui a été consacrée pour la maîtrise des prérequis nécessaires pour la lecture critique d'articles scientifiques. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois à ce niveau sur les principes des tests statistiques. Donc, on va voir ce soir quels sont les principes de tests statistiques. Et on va parler des notions de base, on va parler des tests d'hypothèse, on va parler de la notion de l'hypothèse nulle, hypothèse alternative. On va parler également des deux types de risques statistiques, à savoir le risque alpha et le risque bêta. On va parler également de la puissance de l'étude. Et on va bien sûr parler des notions de base concernant l'interprétation des résultats, telles que la valeur de petit p. Donc on va voir c'est quoi la valeur de petit p, c'est quoi un intervalle de confiance. C'est important de connaître ces notions. Et bien sûr, on va voir comment interpréter le résultat d'un test statistique et comment faire le bon choix d'un test statistique. On va commencer d'abord par la définition de principe, le principe des tests statistiques. En fait, en statistique inférentielle et en recherche clinique ou bien en recherche préclinique, on tombe souvent sur des situations de comparaison. C'est-à-dire, l'analyse statistique a comme objectif, on parle bien sûr de statistique inférentielle, de pratiquer des tests de comparaison. Donc, on cherche ainsi à faire des comparaisons, par exemple, d'un paramètre, par exemple, une variable quantitative telle que comparer la valeur moyenne de cholestérol plasmatique entre les sujets obèses et non obèses. Donc, la question qui est posée par les chercheurs, est-ce que la valeur moyenne de cholestérol plasmatique est statistiquement différente entre les sujets obèses et non obèses? Donc ça, c'est un exemple d'une situation
de comparaison. Donc ici, on va comparer une moyenne d'une variable quantitative entre deux groupes obèses et non obèses. On peut comparer également une prévalence. Par exemple, ici, on va comparer la prévalence de consommation du tabac, c'est-à-dire le tabagisme, entre hommes et femmes. Donc la question, est-ce que la prévalence du tabac diffère de façon statistiquement significative selon le genre dans une population donnée? La question également peut être posée dans un essai thérapeutique. Les pourcentages de guérison dans un essai thérapeutique, évaluant par exemple des antihypertenseurs, pratiqués ou expérimentés sur 100 sujets hypertendus, un groupe de 50 recevant le médicament A, et le deuxième groupe, du même taille, il va recevoir le traitement B. Est-ce que le pourcentage de guérison entre les deux traitements, c'est-à-dire entre les deux groupes, A et B, est statistiquement différent? Donc ici, on va comparer deux pourcentages. Un autre exemple, toujours des situations de comparaison en statistique inférentielle. La croissance du poulet de chair nourri avec un aliment à base de blé ou à base de céréales est-elle statistiquement plus élevée que celle du poulet nourri du maïs, donc à base d'un aliment dans un régime alimentaire à base du maïs. Donc ici, on va comparer kiff-kiff une variable quantitative qui correspond à la croissance. Donc on peut aussi comparer, par exemple, un paramètre, un indicateur de la croissance, par exemple, c'est le poids. Donc on va vérifier le poids, on va faire des comparaisons. Donc on voit ici que dans les statistiques, on tombe souvent sur des situations de comparaison, en statistique inférentielle. Et dans ces situations de comparaison, on va utiliser des tests statistiques. D'accord? Et à partir de ces situations, des situations de comparaison, on va parler de la notion de vérification de l'hypothèse. On va prendre un exemple d'un essai thérapeutique. On va voir comment vérifier l'hypothèse. Donc, dans un essai clinique contrôlé randomisé, un RCT, on va comparer l'efficacité de deux antibiotiques. Un antibiotique A et un nouveau antibiotique B. Donc ça, c'est l'objectif de cet essai thérapeutique. C'est de prouver l'efficacité de nouveaux médicaments, le B, par rapport au médicament de référence, au ancien médicament qui est là. On va tester ces deux molécules sur 200 patients atteints d'une maladie infectieuse M. Donc, quelle est l'hypothèse de recherche? L'hypothèse de recherche, c'est quoi? C'est-à-dire c'est l'objectif de cet essai thérapeutique. L'objectif de cet essai thérapeutique, c'est-à-dire les chercheurs, veulent démontrer que le nouveau médicament B est supérieur à A, c'est-à-dire il est plus efficace que A. Ça, c'est l'objectif de cette étude. Et pour vérifier cette hypothèse, on va mener un essai thérapeutique, on va mener une étude. On va prendre un groupe de 200 patients et on va faire un tirage au sort. D'accord? Donc, on va faire un tirage au sort de deux groupes de 100 patients. On aura un groupe de 100 patients soumis à l'ancien traitement, le traitement A, et un deuxième groupe qui va recevoir le nouveau traitement, le traitement B. À la fin de l'essai clinique, on va mesurer le taux de guérison. Alors ici, vous avez un indicateur. L'indicateur, c'est le taux de guérison. Donc, le taux de guérison ici est exprimé en pourcentage. C'est-à-dire sur les 100 patients traités par le traitement A, on a eu 20% de guérison. Donc, sur 100, on a 20 patients qui ont guéri. Et dans le traitement B, c'est-à-dire le nouveau médicament, sur les 100, on a eu 30. Donc, c'est un taux de guérison de 30%, un pourcentage de guérison. Donc, la question qui est posée, sur la base de ces résultats, est-ce que le médicament B, le nouveau médicament, est plus efficace que A? Pour répondre à cette question, on doit appliquer un test statistique. C'est pour cette raison, dans la définition de test statistique, on trouve la notion de l'hypothèse. Donc, en fait, un test statistique, c'est quoi? C'est un test d'hypothèse. On va tester une hypothèse. Et ce test, il va permettre aux chercheurs de prendre une décision, c'est-à-dire de répondre à la question de recherche. Est-ce que le médicament B est plus efficace que A ou il n'y a pas de différence significative? Donc, en fait, la finalité de toute étude, que ce soit clinique ou préclinique ou épidémiologique, c'est toujours de trancher entre deux situations.
Quelles sont ces deux situations? Soit c'est le médicament est efficace, c'est-à-dire il y a une différence significative, ou bien il n'y a pas de différence significative. Donc la finalité, c'est toujours c'est de décider est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a pas de différence. Et pour tirer des conclusions, on doit appliquer un test statistique. Donc le test statistique, c'est un test d'hypothèse qui va permettre aux chercheurs de prendre une décision. Donc le chercheur qui va analyser ces données, il doit décider. Donc on doit prendre une décision. Il doit décider quoi? Il doit décider si l'hypothèse de recherche, c'est-à-dire son objectif de recherche qui a été formulé dans le protocole, dans ce qu'on appelle la problématique, est vrai, cette hypothèse, elle est vraie ou bien elle est fausse. C'est ça la question. Donc si on revient à cet exemple, quelle est l'hypothèse formulée par les chercheurs dans le protocole ou dans la problématique? C'est que le médicament B, le nouveau médicament, il est plus efficace que l'ancien médicament. Et pour répondre à cette question, en analysant les résultats, on doit appliquer un test statistique. Ce test statistique, il va nous permettre de prendre une décision. Est-ce que cette hypothèse de recherche B supérieur à A, elle est vraie ou bien elle est fausse? Donc, en finalité, qu'est-ce qu'il va faire le chercheur? Il va transformer l'hypothèse ou l'objectif de son étude en hypothèse statistique. Et c'est ça le principe du test statistique. On applique un test statistique pour répondre à une hypothèse. C'est la vérification. On doit vérifier cette hypothèse. C'est quoi cette hypothèse? C'est l'hypothèse de recherche, c'est-à-dire c'est l'objectif. Donc, par définition, si on veut définir le test statistique, c'est un test d'hypothèse. C'est une procédure. Donc, par définition, le test statistique, c'est une procédure qui permet aux chercheurs, avec un risque d'erreur connu, d'effectuer un choix entre deux situations, ce qu'on appelle deux hypothèses complémentaires. Et on a donné un nom à ces deux hypothèses, c'est H0 et H1. Le H, c'est pour hypothèse. Donc, le 0, c'est pour dire que c'est l'hypothèse nulle. Donc, ça, c'est H0, c'est l'hypothèse nulle. Et H1, c'est l'hypothèse alternative. Et on va prendre cette décision au vu, c'est-à-dire sur la base des observations réalisées sur l'échantillon. C'est-à-dire que c'est sur la base de nos résultats, sur la base des résultats de notre étude. Donc, on va appliquer un test avec un risque d'erreur connu. On va parler juste après de la notion de risque pour effectuer un choix entre deux hypothèses complémentaires. Une hypothèse nulle, H0, et une hypothèse alternative. Sur la base de quoi? Sur la base des observations réalisées sur l'échantillon. On va essayer maintenant de définir ces deux hypothèses. Donc, on a dit qu'il y a deux hypothèses complémentaires, deux possibilités dans n'importe quelle étude. L'hypothèse nulle, H0, et l'hypothèse alternative. Si on reprend notre exemple tout à l'heure, l'hypothèse nulle dans l'exemple de tout à l'heure, de l'essai thérapeutique, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux médicaments, c'est-à-dire A est égal à B. Donc les deux médicaments, l'ancien et le nouveau, ils ont le même niveau d'efficacité. Il n'y a pas de différence significative. Donc vous voyez ici que l'hypothèse nulle, c'est le contraire de l'hypothèse de recherche. Elle est à l'encontre de l'hypothèse de recherche. Elle va annuler en quelque sorte notre objectif d'étude. Donc si notre objectif, c'est de prouver qu'il y a une différence, l'hypothèse nulle, c'est le contraire, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est l'hypothèse nulle, la définition de l'hypothèse nulle. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse alternative. Généralement, l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse de recherche ou l'objectif du chercheur. Donc, cette hypothèse alternative stipule qu'il y a une différence significative. En fait, c'est la chose qui est cherchée par les chercheurs. Donc, c'est ce qu'on cherche à prouver à travers notre étude, à travers notre essai thérapeutique. C'est de prouver que le médicament B, le nouveau médicament, est plus efficace que A. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est de prouver que B est supérieur à A. Donc, si on veut résumer, une question de recherche est posée par les chercheurs et une étude va être menée pour répondre à cette question de recherche. Et à la base ou sur la base des observations, c'est-à-dire sur la base des résultats de notre étude, on va prendre une décision. Et pour prendre une décision, on doit effectuer un test statistique. Nous sommes devant deux situations. Ne pas rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire notre hypothèse de recherche, elle est fausse, et l'hypothèse nulle, elle est vraie. Quand est-ce qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle?
c'est lorsqu'on va trouver que la valeur de petit p générée par l'application de test statistique, elle est supérieure à 0,05. Donc, ceci signifie que l'hypothèse de notre étude, l'hypothèse de notre recherche, elle est fausse. La deuxième situation, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, si on va rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire on va dire qu'il y a une différence significative, donc on va accepter l'hypothèse alternative. C'est-à-dire on va accepter en quelque sorte l'hypothèse de notre recherche. Quand est-ce qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle? C'est lorsque la valeur de petit p générée par le test statistique est inférieure à 0,05. Donc, ce qui signifie que l'hypothèse de votre recherche, elle est vraie. Donc ça, c'est en résumé le principe d'interprétation des tests statistiques. Maintenant, la question qui se pose, que vous avez posée, c'est quoi là, cette valeur de petit p? Certainement, vous avez vu ce fameux p dans des thèses, dans des articles, dans des communications, dans les congrès. Et il faut comprendre le principe ou la définition de ce petit p. Parce que la base de l'interprétation des tests statistiques, c'est ça. Donc, en fait, les tests statistiques, ou tous les tests statistiques, calculent une probabilité qu'on appelle le petit p. Donc, en fait, le petit p, c'est quoi? C'est une probabilité. Par définition, le niveau p représente la probabilité d'erreur qui est liée à l'acceptation de l'hypothèse nulle. Donc, en fait, tous les tests statistiques calculent la probabilité d'avoir observé des résultats obtenus, c'est-à-dire dans notre étude, sous les conditions que l'hypothèse nulle est vraie. Et généralement, cette probabilité est exprimée sous une forme que vous avez certainement déjà vue, c'est ce qu'on appelle le petit p. Donc, autrement dit, le petit p, c'est quoi? C'est une probabilité d'erreur. C'est ça la définition de petit p. C'est une probabilité d'erreur qui est liée à l'acceptation de cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse nulle. Reprenons maintenant l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de ces thérapeutiques de comparaison entre un nouveau médicament B et l'ancien médicament A. Pour comparer les taux de guérison, donc vous vous souvenez tout à l'heure, on a trouvé des taux de guérison de 30% avec le A et 40% avec le B. Est-ce que sur la base de ces résultats, on peut dire que B est supérieur à A? C'est-à-dire, on ne peut pas, à vue d'œil, on ne peut pas dire que B est supérieur à A. Pour répondre à cette question, on doit appliquer un test statistique. Ici, dans cette situation, le test statistique approprié, c'est un test de comparaison de deux pourcentages. C'est le test de Chi2. D'accord? Le Chi au carré, le Chi2, ou bien en anglais, c'est le Chi-square. En appliquant le Chi2, il va générer un petit p. Donc, vous voyez ici, dans cette situation, le petit p est égal à 0,03. Comment on va interpréter cette valeur de 0,03? Donc, le niveau de petit p de 0,03, qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'il y a une probabilité de 3% pour que la différence de taux de guérison observé dans cette essai clinique, c'est-à-dire 30%, 40%, est due uniquement au hasard ou à la chance. Donc, c'est une coïncidence. D'accord? Ce n'est pas une vraie différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un effet thérapeutique supérieur de B par rapport à A. Donc, ça, c'est un risque de 3%. Maintenant, pour interpréter cette valeur de petit p, on va la comparer à une valeur seuil. D'accord? Cette valeur seuil, c'est le risque d'erreur, c'est le risque alpha, qu'on appelle le risque alpha. Et par convention, cette valeur seuil, elle est définie à 0,05. Donc, si la valeur de petit p générée par l'application de test statistique est inférieure à 0,05, on va dire que cette différence, elle est statistiquement significative. Et les résultats sont statistiquement significatifs. Vous allez me dire comment ou sur quelle base on a choisi cette valeur de 0,05. En fait, il n'y a aucune règle. C'est une convention, d'accord? C'est une proposition du chercheur. Ils ont vu qu'à un risque de 5%, il y a une probabilité, c'est-à-dire au-delà de 5%, il y a une probabilité que l'effet observé ou la différence observée est due au hasard. Elle n'est pas due, c'est pas réel, c'est pas une différence réelle, statistiquement réelle. Donc, si on va chercher dans la littérature, on va trouver que presque tous les tests statistiques, ils vont générer cette valeur de petit p. C'est pour cette raison qu'on dit que les tests statistiques, tout simplement, c'est des machines de production de petits p. À chaque fois qu'on applique un test statistique, on va avoir un petit p. Et cette valeur de petit p, elle va être comparée à cette valeur seuil de 0,05. D'accord?
On va maintenant parler de cette notion de 0,05. Cette valeur de 0,05 correspond à ce qu'on appelle le risque alpha. Le risque alpha ou le risque de type 1, ce qu'on appelle le risque de type 1. Ici, j'attire votre attention. Il ne faut pas confondre la valeur de petit p, qui est produit a posteriori par l'application de tests statistiques, après l'application de tests statistiques, avec cette valeur de risque alpha, qui doit être définie a priori dans le protocole, c'est-à-dire avant même de commencer la recherche, avant de commencer l'étude. Donc, il ne faut pas confondre entre petit p et alpha. Le petit p, c'est la valeur générée après l'application de tests statistiques, et le risque alpha, par exemple ici le seuil de 0,05, il doit être défini a priori dans le protocole de l'étude avant même de commencer le travail. Le risque alpha correspond à quoi? Il correspond à un risque, à une probabilité de conclure qu'il y a une différence alors que cette différence n'existe pas. C'est-à-dire, c'est le risque de rejeter l'hypothèse nulle alors que cette hypothèse, elle est vraie. Autrement dit, c'est le risque de conclure à une différence qui n'existe pas. Et la valeur seuil proposée par les chercheurs, recommandée par les chercheurs, c'est la valeur de 0,05 ou bien 5%. Bien sûr, rien ne vous empêche de choisir une valeur seuil plus basse. Donc, vous pouvez choisir par exemple 4%, 3%, 9%. Ça, c'est pour augmenter la puissance de votre étude. C'est pour avoir, c'est-à-dire pour diminuer les risques d'erreur. OK? Donc, il n'y a pas de limite. On peut descendre à moins, mais on ne peut pas avoir un risque alpha supérieur à 5%. D'accord? Si on va prendre un risque alpha supérieur à 5%, par exemple à 7 ou à 8, la puissance de notre étude, elle va être plus faible, elle va diminuer. D'accord? Et la fiabilité, bien sûr, des résultats n'est pas garantie. Ça, c'est concernant le premier type de risque ou d'erreur, ce qu'on appelle le risque alpha. Deuxième type de risque statistique, c'est le risque bêta, appelé également le risque de deuxième espèce ou de type 2. Le risque bêta, c'est la probabilité d'accepter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, alors que celle-ci, elle est fausse. Autrement dit, c'est le risque de ne pas mettre une évidence alors que cette différence, elle est réelle. C'est-à-dire on ne peut pas mettre en évidence une différence significative alors que cette différence, elle existe réellement. Et la valeur seuil proposée, c'est 20%. Donc le risque bêta, on a le droit de se tromper, de ne pas mettre en évidence une différence qui existe à un risque de 20%. Donc vous voyez ici que ici, le risque il est toléré par rapport au risque alpha. C'est-à-dire on peut tolérer de ne pas mettre en évidence une différence significative, de ne pas mettre en évidence l'efficacité d'un traitement. Mais on ne peut pas tolérer, c'est-à-dire le risque doit être plus faible si on va conclure qu'il y a une différence alors que celle-ci n'existe pas. Donc, voilà la différence entre les deux types. Donc, alpha est défini à 5% et correspond au risque de ne pas rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Et le risque bêta, c'est le risque lié à de ne pas rejeter, ou plutôt à ne pas accepter l'hypothèse alternative alors que celle-ci, elle est vraie. C'est-à-dire de ne pas mettre une évidence qui existe réellement. Il y a une troisième notion qui est importante lorsqu'on va parler des risques statistiques, c'est la notion de la puissance. La puissance se calcule à partir du risque bêta. Donc, c'est la différence de 1 moins bêta. Donc, si on va faire moins 1 moins 20, donc on va trouver une puissance de 80%. La puissance d'une étude, c'est quoi? C'est la probabilité de mettre en évidence une différence qui existe réellement. C'est-à-dire, en quelque sorte, ici, c'est une aptitude. Est-ce que cette étude, elle est capable de mettre en évidence l'efficacité de ce nouveau traitement? Et la valeur seuil, c'est 80%. Donc, notre étude, elle doit avoir une puissance supérieure ou égale à 80%. Comment on a calculé cette valeur? C'est à partir de risque bêta. Donc, le risque bêta ne peut pas être supérieur à 20%. Supposons si on va choisir, par exemple, un risque bêta de 10%, donc notre étude elle va être plus puissante, parce qu'on aura une puissance de 90%. Donc, plus le risque bêta diminue, plus la puissance de notre étude augmente. Et c'est aux chercheurs de définir alpha et bêta. D'accord? Donc, j'attire votre attention ici. Alpha et bêta,
sont définis par les chercheurs. Et c'est sur la base de ces valeurs alpha et bêta, il y aura beaucoup de choses à faire après l'étude. C'est-à-dire après la fixation de ces deux valeurs, on va calculer par exemple le nombre d'échantillons. Donc le nombre d'échantillons à inclure dans une étude, que ce soit expérimentale, clinique ou bien observationnelle, dépend de ces deux valeurs, dépend du risque alpha et du risque bêta. Plus le risque alpha diminue, plus la puissance de l'étude augmente, c'est-à-dire plus la taille de l'échantillon augmente, et plus le risque bêta diminue, plus la puissance de l'étude augmente. Donc, si on va gagner de puissance, le coût, c'est-à-dire le prix à payer, c'est quoi? C'est d'avoir un échantillon plus grand. D'accord? Donc, si on veut plus de puissance dans notre étude, on doit avoir un échantillon plus grand. Pour faire plus simple, j'ai essayé de résumer par un exemple. Dans un essai clinique, dans un essai thérapeutique, le risque alpha est considéré comme, c'est-à-dire correspond à quoi, à quelle situation? C'est considéré comme efficace un traitement qui ne l'est pas. Ça, c'est un exemple de risque alpha dans un essai thérapeutique. Donc, c'est de considérer que le médicament B est plus efficace que A, alors que c'est faux. Et on a ici une valeur seuil de 5%. Le risque bêta correspond à quelle situation? C'est de ne pas conclure alors que le traitement est efficace, alors que c'est vrai. C'est de ne pas conclure que le traitement est efficace, alors que c'est vrai. C'est-à-dire ici, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle alors que cette hypothèse, elle est fausse. D'accord? Le médicament, il est vrai, mais on n'a pas pu mettre en évidence son efficacité. Donc, le médicament, il est efficace, mais on n'a pas pu mettre en évidence cette efficacité. Ça, c'est le risque bêta. C'est de ne pas conclure sur la différence significative alors que le traitement, il est efficace. Et la valeur seuil, c'est 20%. La puissance, c'est 1 moins bêta. C'est la capacité ou l'aptitude de cette étude, de cet essai clinique, de montrer l'efficacité d'un traitement qui est réellement efficace. Donc ça, c'est la puissance. Est-ce que cette étude ou cet essai clinique, il est capable de mettre en évidence cette différence statistique, cette différence d'efficacité? Ici, on va chercher dans la littérature, on va trouver qu'il y a beaucoup de cas d'essais cliniques négatifs. Et ces essais cliniques négatifs, c'est quoi un essai clinique négatif? C'est un essai clinique non concluant. C'est-à-dire on a fait une étude, un essai clinique, on a comparé un nouveau médicament par rapport à un placebo, par rapport à un traitement de référence, et on n'a pas trouvé de différence significative concernant l'efficacité. Alors, en réalité, ce nouveau médicament, il est efficace. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que notre étude, elle manque de puissance. Elle n'est pas aussi puissante pour montrer l'efficacité de nouveaux médicaments. D'accord. Pourquoi notre étude n'est pas puissante? Il y a beaucoup de facteurs. On va le voir, Inch'Allah, prochainement, c'est-à-dire à partir du deuxième module, lorsqu'on va aborder les critères d'évaluation de la validité interne. C'est-à-dire, si l'étude, elle manque de puissance, c'est-à-dire sa validité interne, elle est entachée, donc on ne pourra pas faire confiance aux résultats de cet essai clinique. Et parfois, on peut passer à côté d'un médicament qui est efficace. Il y a beaucoup de cas dans la littérature d'essais négatifs qui, euh, qui est dû à un manque de puissance dans cet essai clinique, par exemple par rapport à des erreurs dans le protocole, dans la méthodologie de recherche, ou bien dans la taille de l'échantillon, ou bien dans les critères de jugement ou autres. Donc il y a plusieurs facteurs qu'on va voir Inch'Allah à partir du deuxième module qui peuvent influencer la puissance d'une étude. Pour faire simple, le risque d'erreur de première espèce, le risque alpha, le type 1 error, correspond à une situation de faux positif. C'est les faux positifs. C'est quoi un faux positif? C'est-à-dire de dire que ce médicament il est efficace alors qu'il n'est pas efficace. De dire que la pression artérielle elle est beaucoup plus élevée chez le sujet obèse alors qu'elle n'est pas plus élevée. Ici, vous avez un exemple, c'est le risque de dire un non, qu'il y a par exemple un ballonnement, qu'il y a un problème gastrique, qu'il est enceinte. Qu'il est enceinte. Et le risque bêta, correspond à une situation de faux négatif. C'est le risque de se tromper, de dire à une femme enceinte qui est par exemple en septième mois ou huitième mois qu'elle n'est pas enceinte. Ça, c'est le risque bêta. C'est-à-dire c'est le risque de dire que le médicament n'est pas efficace alors qu'il est efficace. C'est le risque de dire que la prévalence du tabac, elle n'est pas plus élevée chez les hommes alors que c'est vrai. Elle est plus élevée chez les hommes par rapport aux femmes. Donc, c'est des faux situations de faux négatifs.
On va mieux comprendre avec cet exemple. Dans un essai expérimental, les chercheurs veulent évaluer l'effet d'un régime alimentaire riche en protéines sur la taille des larves de poissons. Donc ça relève du domaine de l'agroalimentaire ou de zootechnique. Donc on veut évaluer l'effet, l'impact d'un régime alimentaire riche en protéines sur la taille des larves de poissons. Maintenant, je pose la question. Quelle est l'hypothèse de recherche? Quel est l'objectif de cette étude? Quelle est l'hypothèse formulée par les chercheurs? Est-ce que vous pouvez imaginer l'hypothèse de cette étude? Vous pouvez participer par chat ou bien en utilisant vos microphones. Allez-y. Très bien. Donc, je commence à avoir des réponses. Voilà. Donc, dans l'ensemble, donc, vos réponses sont dans le bon sens. Très bien. Juste ici, j'attire votre attention. Dans notre hypothèse, on ne peut pas rester neutre. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que l'hypothèse de notre essai expérimental, c'est d'évaluer l'impact. Ça, c'est le titre. D'accord? Ça, c'est pas une hypothèse. Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse, il faut trancher. Il faut dire, est-ce que le régime alimentaire riche en protéines, il va augmenter ou bien il va diminuer la taille des larves de poisson? D'accord? On doit choisir une position. On doit prendre une position. On ne peut pas rester neutre dans une hypothèse. On ne peut pas dire que on peut avoir moins, on peut avoir plus. D'accord? Et ça, c'est une erreur très fréquente malheureusement, dans nos études, dans nos projets de recherche. Si on va demander à une équipe de recherche ou bien à un thésard, quelle est votre hypothèse, quelle est l'hypothèse de votre thèse ou l'hypothèse de votre projet de recherche, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va dire, je vais faire l'étude et en fonction des résultats, je vais décider. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est faux. Méthodologiquement parlant, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas commencer un travail sans hypothèse. Et après, en fonction des résultats, on va choisir un camp. Il faut choisir votre camp dès le départ. Est-ce que vous voulez prouver que le régime alimentaire riche en protéines augmente ou bien diminue la taille des larves de poisson? OK? Donc ça, c'était juste une parenthèse. Autre chose, les deux situations sont possibles, c'est-à-dire elles sont justes. Si par exemple vous allez choisir le sens d'augmentation, c'est-à-dire vous allez dire que le régime alimentaire riche en protéines, il va augmenter la taille, c'est vrai, parce que c'est une hypothèse. Comme vous pouvez également choisir l'autre camp, c'est-à-dire de dire que le régime alimentaire riche en protéines, au contraire, il va diminuer la taille des larves de poisson. OK? Donc les deux situations sont possibles. Donc vous pouvez choisir soit l'augmentation, soit la diminution. On va prendre quelle est l'hypothèse. Ici, on va voir. Les chercheurs ont choisi cette hypothèse. Donc le régime riche en protéines augmente la taille des larves de poisson. Ça, c'est l'hypothèse. La deuxième étape, c'est quoi la deuxième étape? C'est de vérifier cette hypothèse. Comment on va vérifier cette hypothèse de recherche? On doit mener une étude, c'est-à-dire que c'est un essai expérimental. Est-ce que vous pouvez proposer un essai expérimental pour vérifier cette hypothèse? Allez-y, essayez de réfléchir. Proposez-moi un synopsis, c'est-à-dire un protocole pour vérifier cette hypothèse. Juste, je réponds à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une question de Dr. Amel.
Donc, il n'y a pas de situation où le test est bilatéral. Non, si, on peut utiliser un test statistique bilatéral, hein. D'accord? Donc, pour répondre à Dr. Hamel, concernant l'application de test, on peut utiliser un test statistique bilatéral, c'est-à-dire de prouver que A n'est pas différent de B. Ah, ça, c'est une hypothèse. Donc, on vient à proposer ça à notre ami, c'est Islam, donc il propose une étude 4 témoins. L'étude 4 témoins de groupes exposés, non exposés. D'accord. Docteur Semira propose deux groupes. Un groupe un régime riche en protéines, régime pauvre. OK. Docteur Brazé a proposé étude cohorte. Docteur Amal a proposé deux grands randomisés avec deux régimes différents. J'observe avec la taille de l'arbre et c'est randomisé. En fait, la réponse a été donnée au début. Vous voyez, si j'ai déjà précisé le type de l'étude. C'est un essai expérimental. D'accord. C'est pas cohorte, c'est pas quatre témoins. Nous sommes dans l'expérimental. Cohorte et quatre témoins, c'est des études observationnelles. Clinique, non, c'est pas clinique. Clinique, ça concerne l'être humain. Ici, c'est un essai préclinique, c'est un essai expérimental, parce qu'il est réalisé sur un modèle animal. OK, donc j'attire votre attention. Quand est-ce qu'on utilise le terme clinique? Essai clinique ou bien étude clinique, c'est lorsqu'on va travailler sur des êtres humains. OK? Si on va travailler sur des animaux, donc on parle ici d'expérimentation sur l'animal. Donc ici, c'est un essai expérimental sur l'animal. Ce n'est pas un essai clinique, ce n'est pas cohorte, ce n'est pas quatre témoins. Vous êtes d'accord? C'est clair pour cette question. Donc ici, il ne s'agit pas d'une étude observationnelle, ce n'est pas une étude épidémiologique et ce n'est pas un essai clinique. C'est une étude expérimentale sur un modèle animal. Très bien, mais le principe il est le même, c'est-à-dire vous avez compris le principe. On va démarrer par deux groupes. Très bien. Donc on va faire un tirage au sort, une randomisation de deux groupes de 40 larves de poissons. Un groupe A qui est soumis au régime riche en protéines et le second groupe, le groupe B, est soumis à un régime standard, considéré comme groupe de contrôle. OK, ou bien un groupe témoin. Vous êtes d'accord sur le protocole, sur la proposition. Donc, on va prendre deux groupes. Un groupe de 20 larves de poisson, c'est le groupe A, qui est soumis à un régime riche en protéines, c'est-à-dire c'est notre intervention, ça c'est l'intervention. Et le second groupe, il va servir comme un groupe de contrôle, un groupe de témoins, parce qu'il va suivre, il va être soumis à un régime standard. Un régime standard, ce n'est pas forcément un régime pauvre en protéines. D'accord? Parce qu'ici, on cherche à évaluer la supériorité d'un régime riche en protéines par rapport, par exemple, à un régime standard qu'on utilise dans l'élevage des poissons. Maintenant, je vais vous donner les résultats. Le nombre au hasard, 40, non, ce n'est pas au hasard. Bien sûr, ça se calcule. Très, très bonne question de Islam. Donc ici, le nombre 40, bien sûr, ici, c'est un exemple fictif, hein. Ce n'est pas une étude. Mais en fait, le nombre ou la taille des groupes, ce n'est pas au hasard, ça se calcule. Donc, on doit calculer le nombre de sujets nécessaires. D'accord? Comment il est calculé ici? C'est en fonction de la nature de la variable. Ici, la nature de la variable, c'est la taille. Donc, c'est une variable quantitative. OK? C'est la taille de l'échantillon. On doit connaître la différence à partir de laquelle on peut dire qu'il y a c'est-à-dire la différence entre deux tailles, à partir de laquelle on peut dire que le régime riche en protéines augmente la taille des larves de poisson par rapport à un régime standard. C'est-à-dire c'est aux chercheurs de définir quelle est la valeur, ce qu'on appelle la valeur delta. D'accord? La valeur delta, c'est-à-dire c'est la différence entre la taille des poissons alimentés par un régime riche en protéines et celle des poissons alimentés par un régime standard. Vous allez me dire, mais cette différence, on va la voir dans l'essai clinique. C'est vrai, on doit avoir cette différence dans les résultats. Mais les chercheurs doivent avoir une idée sur la différence recherchée. C'est le cas également des essais cliniques. D'accord? Pour calculer le nombre de sujets nécessaires dans un essai clinique, on doit définir quelle est la valeur delta, quelle est la différence significative. À partir de cette différence significative, on va calculer le nombre de sujets nécessaires. OK? Ici, c'est un exemple fictif. Donc, j'ai pris juste à titre d'exemple
20, 20 sujets, c'est-à-dire 20 larves dans le groupe A et 20 larves dans le groupe B. Après, en fonction des résultats, on va interpréter. Donc, la taille moyenne dans le groupe A, c'est de 20 cm. Et la taille moyenne des larves de poissons dans le groupe B était de 18 cm. Est-ce qu'il y a une différence significative entre les deux groupes? Docteur Emel, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah, vous n'avez pas compris la différence significative et le delta. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai préparé ça. On va voir, Inch'Allah, à partir du deuxième module, lorsqu'on va parler de la signification statistique des résultats. OK? Donc, j'attire votre attention que le premier module, c'est juste pour vous préparer au prochain module. Donc, à partir de module 2, lorsqu'on va aborder les critères de validité interne d'une étude, on va parler de la signification statistique des résultats. Et lorsqu'on va parler de la signification statistique des résultats, on va reprendre les notions de alpha et bêta, le risque alpha et bêta. On va parler également de la puissance et on va voir dans la puissance comment calculer la taille de l'échantillon. Parce que je ne peux pas développer ça dans cette présentation. Ça prend plus de temps, donc ça demande plus de temps. Donc je préfère détailler ça avec des exemples dans le module 2. D'accord? Dans le module 2, on va voir, Inch'Allah, avec plus de détails, cette notion de calcul de taille d'échantillon et sa relation avec la puissance de l'étude. Ok, donc je répète ma question. Est-ce que la taille moyenne des larves de poissons dans le groupe A est statistiquement plus élevée que celle du groupe B? 20 cm et 18 cm. Très bien, très bien. Juste, c'est entre nous, donc je vous pose une question. Avant cette présentation, lorsque vous tombez sur ce genre de résultat, est-ce que vous avez l'habitude de dire directement, c'est-à-dire sans réfléchir, que la taille moyenne d'un groupe A elle est supérieure à la taille B? Ou vous savez avant qu'il faut appliquer un test statistique? C'est-à-dire, j'aimerais bien connaître vos habitudes. D'accord, très bien. C'est-à-dire, la plupart d'entre vous ne sont pas sûrs sur cette notion. Oui, justement, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a cette différence de 2 cm, elle est statistiquement significative? C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une différence de 2 cm. J'ai pas entendu. Là, on voit qu'il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence? À vue d'œil, c'est Mais vrai. voilà, mais il faut un test pour dire est-ce que c'est significatif ou pas. Tout à fait. C'est-à-dire, moi, ma question, c'était ça. Est-ce que avant cette Ah, présentation, est-ce que vous avez l'habitude de réfléchir de cette façon? C'est-à-dire de dire, c'est vrai qu'il y a une différence de 2 cm, mais on peut pas décider, on ne peut pas trancher. oui, il faut faire le test pour dire. Ah, ok, très bien, très bien. Donc, vous avez le bon raisonnement. OK, donc cette différence observée peut être due au hasard, tout à fait elle-même. Donc, elle-même, elle a compris le principe. Cette différence de 2 cm observée entre le groupe A et le groupe B, peut-être que c'est dû au hasard, c'est pas dû au régime riche en protéines. Donc, on n'est pas sûr que cette différence de 2 cm est due réellement à ce régime riche en protéines. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit appliquer? On doit appliquer un test statistique. D'accord. Donc, je reviens à la définition de tout à l'heure. Le test statistique, c'est quoi? C'est un test de vérification d'hypothèse. L'hypothèse des chercheurs, c'est que le régime riche en protéines augmente la taille. C'est vrai sur la base des observations
c'est-à-dire sur la base des résultats, on a trouvé qu'il y a une petite différence de 2 centimètres entre le groupe A soumis à un régime riche en protéines et le groupe B soumis à un régime standard. Mais est-ce que cette différence de 2 centimètres est due vraiment à ce régime alimentaire riche en protéines ou bien c'est dû à la chance, c'est dû au hasard? Pour répondre à cette question, on doit appliquer un test statistique. Mais avant d'appliquer un test statistique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord choisir le seuil. D'accord? On doit choisir le seuil de significativité. C'est-à-dire, quelle est la valeur seuil au-delà de laquelle on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter, on ne peut pas dire qu'il y a une différence significative. Et cette valeur, elle doit être déterminée, elle doit être définie par les chercheurs dans le protocole de l'étude. C'est-à-dire avant même de commencer l'étude. Dans votre protocole de recherche ou protocole de thèse, vous devez dire quel est le seuil choisi. D'accord. Et on a dit tout à l'heure que la valeur par convention, c'est 0,05. Mais rien ne vous empêche de choisir une valeur beaucoup plus basse, 0,04, 0,3, 3%, 1%, quand vous voulez. Mais pas plus de 5%. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape. Après le choix de seuil de significativité, on doit appliquer un test de comparaison. Ici, comme il s'agit de variables quantitatives, donc on va comparer deux moyennes. Donc on va utiliser un test statistique pour comparer deux moyennes. Et on va voir ça juste après. C'est-à-dire on va voir les critères de choix d'un test statistique. Ici, la valeur de petit p. Donc vous voyez ici la différence entre alpha et bêta. Oui, Dr. Belrez et Dr. Amel, donc ils ont donné la réponse. Donc, par rapport au test statistique, ici, c'est le test student. Mais il reste bien sûr à confirmer. D'accord? On doit vérifier est-ce que le test student s'applique dans cette situation ou non. En fait, vu la taille de l'échantillon, on ne peut pas appliquer le test student sans vérifier la normalité. Vous allez me dire, c'est quoi la normalité? D'accord? On va le voir dans cette présentation. On va définir la normalité. Très bien. Maintenant, je pose la question. Sur la base de ces résultats, donc vous avez maintenant tous les éléments pour prendre la décision. Le régime alimentaire riche en protéines, augmenter la taille des larves de poissons. Qu'est-ce que vous allez répondre? Comment vous allez interpréter? Pas de différence. Donc, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de différence? Sur quelle base vous avez dit qu'il n'y a pas de différence? Parfait, parfait. Donc, c'est par rapport à la comparaison. Tout à fait. On doit toujours comparer le résultat de petit p généré par l'application de tests statistiques par rapport au risque alpha qu'on a fixé. Donc, vous voyez ici que la valeur de petit p 0,06, elle est supérieure au risque alpha. C'est comment on va interpréter cette valeur de 0,06 ou bien de 6%. Comment on va interpréter? Ça, c'est une probabilité d'erreur. C'est-à-dire que la différence observée de 2 centimètres qu'on a observée ici, de 20 et 18, elle n'est pas due. C'est-à-dire qu'il y a un risque de 6% que cette différence est due au hasard. D'accord? Et la valeur de 6%, elle est supérieure au risque d'erreur qu'on a fixé dans notre étude. Donc ici, la conclusion de notre essai expérimental, c'est que le régime riche en protéines n'augmente pas la taille des larves de poisson. Donc notre hypothèse de recherche, elle est fausse, très bien. Et l'hypothèse nulle, elle est vraie. D'accord? Quelle est l'hypothèse nulle ici? L'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence. D'accord? On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle dans cette situation. Pourquoi? Parce que la valeur de petit p, elle est supérieure à la valeur de risque alpha de 0,05. Très bien. Est-ce que vous avez maintenant compris le principe des tests statistiques? Les choses sont plus claires?
S'il vous plaît, ce que j'ai pas compris, moi, quand vous avez dit tout à l'heure, on doit toujours faire un choix. Dans quel sens va aller le test? C'est-à-dire, on décide est-ce que c'est supérieur ou est-ce que c'est Oh, inférieur? oui, tout à fait. Oui. C'est ça, c'est l'hypothèse, oui. Est-ce que On notre dit hypothèse... Oui, non, allez-y. il y a une différence. C'est-à-dire, nous, notre but, c'est pas juste de dire il y a une différence, c'est de dire est-ce qu'il est supérieur ou est-ce qu'il est inférieur. Est-ce que ça va rejoindre le fait de choisir, c'est-à-dire le test qui soit unilatéral ou bilatéral? C'est Tout ça que à j'ai. fait. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire un test unilatéral, notre hypothèse a une seule direction, c'est de prouver que A est supérieur à B ou bien c'est B qui est supérieur à A. Ça, c'est unilatéral. Un test statistique bilatéral, c'est-à-dire on cherche une différence, tout simplement. On cherche à démontrer que B est différent de A, mais on ne sait pas quel est le sens de cette différence. D'accord. Et donc, vous avez dit, donc, dans les modèles des essais expérimentaux ou autres, on est toujours dans l'unilatéral. C'est-à-dire, on cherche toujours à prouver que quelque chose est supérieur à quelque chose. Oui, on doit trancher, on doit prendre une décision, sauf dans quelques situations. D'accord. Par D'accord. exemple, si je prends l'exemple des essais cliniques, vous avez les essais cliniques de supériorité. Dans les Mhm. essais cliniques de supériorité, on doit choisir notre camp. C'est de prouver que le nouveau médicament il est supérieur au placebo ou bien au traitement de référence. Oui, D'accord? Donc ici, de préférence, utiliser un test unilatéral. Mais exact. pratiquement parlant, c'est-à-dire si on vérifie par exemple les protocoles des essais cliniques, généralement les chercheurs préfèrent utiliser un test bilatéral. D'accord. D'accord? C'est-à-dire si on va vérifier, la plupart des cas, on utilise un test bilatéral. Pourquoi? On a besoin d'un plus petit échantillon. Non, le bilatéral, c'est par rapport à la puissance, tout simplement. D'accord. D'accord. Par rapport à la puissance de test statistique. Donc, on préfère utiliser un test bilatéral pour avoir de la puissance. D'accord. D'accord. Merci. Je vous en prie. Il y a une question. Comment vous avez calculé la valeur de petit p? En fait, c'est pas moi qui ai calculé la valeur de petit p. La valeur de petit p, elle est générée par l'application de tests statistiques. D'accord? Et bien sûr, je ne peux pas rentrer ici dans le détail comment la valeur de petit p, elle est générée par l'application de tests statistiques. Il y a des formules de calcul. On applique le test de comparaison de moyenne ici, soit c'est le test student ou bien le test de Mann-Whitney, en fonction de la situation. Et après, on va avoir la valeur de test. On va chercher, on va comparer cette valeur de test sur une table, ce qu'on appelle la table, par exemple, de test student. Sur cette table de test student, sous forme de lignes, bien sûr, et de colonnes, pour chaque valeur de test de student, vous avez une valeur de petit p. Par exemple, si dans cet exemple, supposons qu'on a trouvé une valeur de test student de 1,2. On va chercher sur la table de student, cette valeur de student de 1,2 correspond à quelle valeur de petit p? On va trouver ça qui correspond à la valeur de petit p de 0,06. Donc la deuxième étape, c'est de comparer cette valeur de petit p de 0,06 par rapport au seuil alpha. Donc si on va trouver que la valeur de petit p elle est supérieure au alpha, donc on va rejeter notre hypothèse de recherche. On va dire qu'il n'y a pas de différence significative. Par contre, si on va trouver que la valeur de petit p elle est inférieure à la valeur de alpha, au contraire, on va rejeter l'hypothèse nulle et retenir notre hypothèse de recherche. C'est clair? Pas de questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, puisque l'objectif de notre étude, c'est de prouver que le groupe A est supérieur au groupe B. Donc ça change quelque chose quand on fait le test. Oui, tout Euh, à fait, oui. notamment- Justement, dans l'application de tests statistiques, on doit choisir est-ce que c'est unilatéral ou bien c'est bilatéral. D'accord? Unilatéral, c'est-à-dire c'est de prouver que A est supérieur à B ou bien B est supérieur à A. Ça, c'est unilatéral, c'est-à-dire dans une seule direction. Si on cherche uniquement à prouver qu'il y a une différence, on va choisir un test bilatéral. Mais on ne sait pas quel est le sens de cette différence. Mais nous, comment on choisit? C'est-à-dire, comment c'est les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont choisi, par Ben, exemple? justement, ça, c'est le travail du chercheur. C'est-à-dire c'est au chercheur de prendre une position.
D'accord. D'accord? C'est au chercheur de prendre une position. Est-ce qu'il est dans c'est-à-dire dans le camp des gens qui cherchent à démontrer la supériorité de B, par exemple, par rapport à A, ou bien de A par rapport à B? Justement, ça reste une hypothèse. C'est pour ça que c'est appelé une hypothèse de recherche. D'autres questions? D'accord, on continue. On va passer maintenant à notre notion très importante dans l'interprétation de résultats statistiques, c'est la notion de l'intervalle de confiance. Certainement, vous avez vu cette notion dans les articles ou bien dans les thèses, dans les présentations. Est-ce que vous avez une idée sur cette notion d'intervalle de confiance? Oui, c'est-à-dire si on ne peut pas avoir la valeur exacte de la moyenne ou d'une donnée, on peut avoir son intervalle de confiance. C'est une approximation. Ouais, très bien. Donc, c'est un intervalle d'estimation, tout à fait. Et comment il est interprété, cet intervalle de confiance? Comment on va l'interpréter? Oui, justement. Donc, Dr. Shibani nous a apporté un plus de détails. Donc, c'est par rapport au niveau de confiance de 95%. D'accord? Le niveau de confiance de 95%. Donc, par définition, l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est un intervalle qui estime la précision. Précision de quoi? Précision d'une mesure. Par exemple, on va mesurer une moyenne. Au lieu de donner une seule valeur, par exemple, la moyenne de, je sais pas, de la taille des poissons, c'est 12 cm. Pour donner plus de précision, on va donner la moyenne avec son intervalle de confiance. D'accord? Donc ici, vous voyez que l'intervalle de confiance, c'est une garantie, en quelque sorte, que les valeurs, ou la valeur moyenne de cette population existe entre ces deux valeurs. Parce qu'un intervalle, parce qu'on dit un intervalle, c'est-à-dire que vous avez deux valeurs, une borne inférieure et une borne supérieure. On peut utiliser également l'intervalle de confiance pour estimer la précision d'un pourcentage. Par exemple, on va calculer une prévalence d'une maladie dans une population. On va dire que la prévalence, elle est de 7%. D'accord? 7%, c'est une valeur relative. Pour avoir plus de précision, on va calculer son intervalle de confiance. Donc, on va mettre prévalence de 7%, intervalle de confiance à 95%, c'est par exemple 6,2 et 7,4. Donc, vous voyez ici que le pourcentage se trouve entre les deux bornes. D'accord? Ça, c'est pour avoir plus de précision. Il y a une autre situation également dans laquelle on calcule l'intervalle de confiance, c'est dans les risques ratios. C'est pour mesurer les forces d'association dans les études étiologiques. On a vu ça la dernière fois. Dans l'étude, par exemple, cohorte, on calcule le risque relatif. Dans les études cas témoins, on calcule l'odds ratio. Donc, par exemple, les études de survie, on calcule ce qu'on appelle le hazard ratio. Donc, toujours les ratios, les risques relatifs ou les risques ratios, sont exprimés avec leur intervalle de confiance. Et toujours sont interprétés par rapport à cet intervalle de confiance. Et toujours l'intervalle de confiance, il donne la précision par rapport à une mesure. Moyenne, pourcentage, ratio, proportion, autre. Toujours l'intervalle de confiance est calculé par rapport à un niveau de confiance. Par exemple, si vous allez dire que l'intervalle de confiance est à 95%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez calculé cet intervalle de confiance à un niveau de confiance de 95%. Et le niveau de confiance 95% dépend de quoi? Il dépend de risque alpha que vous avez défini dans votre protocole. Si vous avez défini un risque alpha de 5%, le niveau de confiance est 95%. Si vous avez choisi par exemple un risque alpha de 1%, quel est le niveau de confiance? C'est 99%. Donc, vous voyez la relation entre le niveau de confiance et le risque alpha. C'est l'inverse de risque alpha. On va prendre un exemple. Supposons que vous voulez déterminer, par exemple, le poids moyen dans une faculté. Et cette faculté contient 10 000 étudiants. Donc ça, c'est la population cible. Donc vous avez une population composée de 10 000 étudiants. Vous voulez calculer le poids moyen de cette population. Bien sûr, vous n'allez pas travailler sur les 10 000 étudiants, vous allez travailler sur un échantillon. On a choisi un échantillon composé de 50 étudiants. Et on a calculé le poids moyen, on a trouvé un poids moyen de 70 kg.
OK? 70 kg, c'est une valeur relative. D'accord? Elle n'est pas fiable, elle n'est pas précise. Pour avoir plus de précision, on doit calculer l'intervalle de confiance de cette valeur. Donc, l'intervalle de confiance pour cette valeur, de cette moyenne de 70 kg, il va de 65 à 75 kg. Comment on va interpréter cet intervalle de confiance? On va dire que nous sommes sûrs à 95%, parce que ici, l'intervalle de confiance a été calculé à un niveau de confiance de 95%. Nous sommes sûrs à 95% que le poids moyen de tous les étudiants, donc vous voyez ici, pourquoi l'intervalle de confiance est calculé? C'est pour avoir plus de précision sur le poids moyen dans la population, ce n'est pas dans l'échantillon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le poids moyen dans cette population de 10 000 étudiants. Ce n'est pas pour les 50. Le 50, c'est juste un échantillon. Donc, pour avoir plus de précision sur cette moyenne dans la population, on a calculé cet intervalle. Donc, nous sommes sûrs à 95% que le poids moyen de tous les étudiants, c'est-à-dire les 10 000 étudiants, varie entre 65 et 75. Donc, il faut faire attention. Ça, ce n'est pas des limites. Ce n'est pas la limite inférieure à la limite supérieure. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des bornes, c'est des limites calculées à partir de la moyenne. C'est les bornes de la moyenne. Et vous voyez que la moyenne se trouve dans cet intervalle. C'est obligatoire. D'accord? D'ailleurs, dans les calculs, je ne vais pas vous embêter par les formules de calcul. L'intervalle de confiance est calculé par une formule qui dépend de quoi? Qui dépend de la valeur mesurée. Donc, si vous allez mesurer ici une moyenne, l'intervalle de confiance est calculé sur la base de cette moyenne. Donc, on peut dire ici que le poids moyen de 10 000 étudiants se trouve entre 65 et 75 kg. Donc, ici, on a plus de précision. C'est ça le mot-clé dans l'intervalle de confiance. C'est pour estimer la précision. On passe maintenant à une autre notion, c'est la notion de tests paramétriques et non paramétriques. Il faut savoir une chose, que dans les tests statistiques utilisés dans la recherche, il y a deux types de tests. Il y a les tests paramétriques qui nécessitent généralement des conditions de validité, c'est-à-dire qui nécessitent des conditions d'application. Par exemple, la distribution normale de la variable. On va voir c'est quoi la distribution normale de la variable. Ça, c'est un exemple de test statistique. Ici, vous avez quelques exemples de tests paramétriques. Le test student, c'est un test utilisé pour comparer deux moyennes. Le test ANOVA, c'est un test utilisé pour comparer plusieurs moyennes. Le test Q2, c'est un test statistique utilisé pour comparer deux proportions. Vous avez le test de corrélation de personnes, c'est un test statistique utilisé pour chercher une corrélation entre deux variables. Par exemple, chercher une corrélation entre l'âge et la pression artérielle, entre l'âge, par exemple, et la taille, entre la taille et le poids. Donc ici, c'est une corrélation. Ça, c'est un exemple de test paramétrique. Généralement, les tests paramétriques, c'est des tests puissants. D'accord? C'est des tests puissants qui sont capables de détecter la plus faible différence qui peut exister. Par contre, c'est des tests sensibles. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles, qui nécessitent des conditions d'application. Contrairement au deuxième type de tests, c'est les tests non paramétriques. Les tests non paramétriques ne sont pas aussi puissants que les tests paramétriques, mais c'est des tests robustes, c'est-à-dire qui n'exigent pas de conditions de validité. Presque n'exige aucune condition. D'accord? Ici, on n'est pas obligé de vérifier la normalité. OK? Si on va vérifier la normalité, on va trouver qu'elle n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas garantie, on va utiliser un test non paramétrique. Les tests non paramétriques, et vous voyez ici que pour chaque test paramétrique, il y a un test non paramétrique correspondant. Par exemple, si vous ne pouvez pas appliquer le test student pour comparer deux moyennes, par exemple, comparer la moyenne de la taille tout à l'heure, entre, par exemple, le groupe A et le groupe B, on va utiliser un test non paramétrique, c'est le test de Mann-Whitney-Wilcoxon. Donc, ça, c'est à titre d'exemple. Si vous ne pouvez pas utiliser l'ANOVA pour comparer 3 moyennes, 4 moyennes, vous allez utiliser le test non paramétrique correspondant, c'est le test de Kruskal-Wallis. Si vous ne pouvez pas utiliser Q2, vous allez utiliser le test de Fisher. Si vous ne pouvez pas utiliser le test paramétrique de personnes, corrélation de personnes, vous allez utiliser la corrélation de sperme. Quelle est l'importance de cette notion dans la lecture critique? Tout simplement, les chercheurs souvent se trompent dans le choix de tests statistiques, c'est-à-dire, ils vont travailler avec des tests paramétriques, par exemple Student ou bien ANOVA. Alors, lorsqu'on va consulter la partie matérielle et méthode, on va trouver que les chercheurs n'ont pas vérifié la normalité. Donc, si le chercheur n'a pas vérifié la normalité, il n'a pas le droit d'utiliser un test paramétrique.
D'accord? Et les résultats obtenus, c'est-à-dire les comparaisons, les valeurs de petit p générées par les tests statistiques, ne sont pas vraies. Parce que ce n'est pas la situation adéquate pour utiliser un test paramétrique. Il faut utiliser un test non paramétrique. Donc, toujours vérifier, est-ce que les chercheurs ils ont fait le bon choix de test statistique? C'est paramétrique ou bien non paramétrique. Maintenant, on va parler de la notion de normalité. D'accord? On parle de distribution normale. Parfois, on parle également de distribution gaussienne. C'est par rapport à la courbe de Gauss. Ou bien c'est une courbe en cloche. En fait, cette étape de vérification de la normalité, c'est une étape primordiale dans les statistiques. Et elle a deux objectifs. D'accord? D'une part, c'est pour décrire la variable. Donc, vous voyez ici, c'est la distribution d'une variable. OK? Comment on va décrire la variable? Parce que c'est-à-dire, ici, vous avez une idée sur la distribution de la valeur, par exemple. Supposons ça, c'est la courbe de Gauss de la taille. De la taille, par exemple, des poissons du groupe A. Ici, vous avez une idée sur la répartition des valeurs. D'accord? Vous avez une idée sur la répartition des valeurs de la taille dans cette population. Ça, c'est le but descriptif. Donc, on peut avoir une idée sur la moyenne, sur la médiane, etc. D'autre part, le deuxième objectif, c'est pour choisir le test statistique adéquat. C'est-à-dire, sur la base de cette courbe de Gauss, cette distribution normale, on va choisir soit le test paramétrique, soit le test non paramétrique. Maintenant, la question qui se pose, comment vous allez vérifier la normalité? Comment dire que cette distribution, elle est normale? Vous avez plusieurs indicateurs. Vous avez ici la répartition des valeurs ou des observations selon une courbe en cloche, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Ou bien, si la taille de votre échantillon, elle est grande, donc vous allez supposer que la distribution suit la loi normale. Si vous allez calculer la moyenne et la médiane de cette variable, vous allez trouver que les deux sont égales, donc on va dire que la distribution suit la loi normale. Ou bien, si vous allez tracer ici, selon cette répartition, et vous allez trouver que les deux tiers, ici, c'est quoi les deux tiers? C'est-à-dire c'est 66% presque. Donc ici, on va faire la somme. Les deux tiers des observations se trouvent entre moins 1 et plus 1. OK? En fait, par définition, la loi normale, c'est quoi? La loi normale, c'est une loi de la nature. Loi de la nature, qui règle la distribution de plusieurs constantes. Par exemple, les constantes biologiques, constantes physiologiques, constantes physiques. Si on va prendre n'importe quel échantillon, un échantillon bien sûr au hasard, et on va calculer par exemple, on va calculer le poids. On va mesurer le poids. Sur les 100 patients, par exemple, les 100 sujets qui ont participé dans cette étude, si on va faire la répartition des poids, des valeurs mesurées, on va trouver que 66%, c'est-à-dire les deux tiers de la population, leur poids se trouve entre moins 1 et plus 1, la moyenne. Et ça, on dit ça, c'est une loi de la nature. C'est pour ça que c'est appelé loi normale. Si votre échantillon ne suit pas cette loi normale, c'est-à-dire votre échantillon il n'est pas représentatif, il y a des biais, de sélection. D'accord? Il y a des biais de sélection. Et dans cette situation, on ne peut pas appliquer les tests paramétriques. D'accord? Si la normalité n'est pas vérifiée, on ne peut pas appliquer un test paramétrique, on est obligé d'appliquer un test non paramétrique. Ici, vous avez un exemple de deux distributions, de deux variables différentes. Et vous voyez la différence entre la distribution normale et distribution non normale. Donc, vous voyez la différence ici? Ça, c'est un histogramme qui représente la répartition des valeurs d'une variable. Et vous voyez, lorsqu'on a tracé la courbe de Gauss, ici, la courbe de Gauss, c'est la courbe de normalité, vous voyez qu'il n'y a pas d'asymétrie, il n'y a pas d'aplatissement. Donc, la courbe, presque, elle est superposée à l'histogramme. Par contre, dans cette figure, dans le deuxième exemple, diagramme, vous voyez ici qu'il y a un décalage. Donc, la courbe de Gauss, la courbe de la distribution normale, n'est pas superposée par rapport aux valeurs de l'histogramme. Et vous voyez ici que dans cette population, pour cette variable, il y a plus de valeurs avant la moyenne. Supposons ici le 0, par exemple, c'est la limite. Donc, vous voyez ici qu'il y a plus de valeurs avant le 0 qu'après le 0. Donc, on dit que la distribution ne suit pas la loi normale. Et dans cette situation, on ne peut pas appliquer un test paramétrique, on doit appliquer un test non paramétrique. Maintenant, comment faire le choix de test statistique? Donc, il y a plusieurs critères. Ici, c'est à titre d'information, parce qu'on ne peut pas
tout détailler. Donc, je vous recommande de consulter des références qui existent dans le module 1. Donc, vous aurez plus de détails sur les critères de choix des tests statistiques. Et si vous êtes intéressé également, vous pouvez aussi voir sur la formation analyse statistique sur SPSS. Donc, tous ces éléments ont été développés dans la formation analyse statistique sur SPSS. Juste, où je vous explique une chose, comment choisir un test statistique. On doit prendre en considération ces critères. C'est les critères clés pour faire le bon choix. On doit toujours commencer par la vérification de la nature de la variable à comparer. Est-ce qu'on va comparer deux variables quantitatives? Est-ce que cette variable qualitative, elle est binaire ou bien elle est qualitative à plusieurs classes? Donc, vérifiez toujours la nature de la variable à comparer. Et maintenant, vous avez une idée sur la différence entre quantitatif et qualitatif, discrète, continue, ordinale et nominale. Après la vérification de la nature de la variable, on va vérifier la grandeur. Est-ce qu'on va comparer des moyennes, on va comparer des pourcentages ou bien on va comparer des rangs? Le troisième critère, on vérifie la nature de comparaison. Est-ce qu'on va comparer deux échantillons? Par exemple, comparer la moyenne de l'âge entre hommes et femmes, comparer deux échantillons. Ou bien comparer un échantillon à une population de référence, par exemple, comparer la prévalence d'une maladie dans notre ville par rapport à la prévalence, par exemple, nationale. Ici, vous avez une population de référence. Comparer, par exemple, la moyenne de l'âge dans notre échantillon par rapport à la moyenne de l'âge de la population algérienne. Donc, on va comparer une moyenne à une population de référence. Ou bien comparer de plusieurs échantillons. Par exemple, on va comparer la moyenne de la pression artérielle entre trois groupes. Un groupe de sujets, par exemple, de poids normal, un groupe de sujets en surpoids et un groupe de sujets obèses. Donc ici, on va comparer plusieurs moyennes, c'est-à-dire plusieurs échantillons. Ou bien, la nature de comparaison, c'est de chercher l'existence d'une liaison entre deux variables. Ici, c'est l'exemple de la corrélation. Donc la corrélation correspond à la recherche d'une liaison entre deux variables. Je vous donne un exemple. On va chercher une corrélation entre l'âge et la pression artérielle. Est-ce que l'augmentation de l'âge, c'est-à-dire plus qu'on avance dans l'âge, plus notre pression artérielle augmente? Et ici, on parle de notion de corrélation. Donc, c'est une corrélation positive. Ou le contraire, on va chercher une corrélation entre l'âge et, par exemple, la mémoire ou les capacités, par exemple, cognitives. Ici, on va trouver une corrélation négative, c'est-à-dire plus on avance dans l'âge, plus notre mémoire devient non fiable ou moins fiable. Donc ça, c'est une corrélation négative. On cherche une relation entre deux variables. Le quatrième critère vérifie le type de série. Les séries non apparues, dites également indépendantes, ou bien des séries apparues. Je vous donne un exemple. Une série non apparue, on va comparer par exemple la fréquence cardiaque entre deux groupes d'athlètes. Donc ça, c'est une comparaison de deux séries non apparues. Comparer la fréquence cardiaque entre deux groupes d'athlètes. Par exemple, un groupe d'athlètes qui va courir par exemple 100 mètres, les 100 mètres, et un autre groupe, un deuxième groupe qui va par exemple courir par exemple une distance de 1500 mètres. Donc on va comparer la fréquence entre deux groupes de 100 mètres et 1500 mètres. Ici, on parle de type de comparaison de séries non apparues. C'est-à-dire les deux séries sont indépendantes. Vous avez deux groupes indépendants. Maintenant, dans les séries apparues, si on va comparer la fréquence cardiaque dans un seul groupe, c'est le groupe qui va courir les 100 mètres, mais on va mesurer la fréquence cardiaque avant la course et après la course. Donc vous voyez ici, vous allez travailler sur le même groupe, mais vous aurez deux mesures. Une première mesure avant de faire la course et une deuxième mesure après la course. Donc ici, on parle de séries apparues ou bien séries dépendantes parce qu'on a travaillé sur le même groupe, c'est juste avant et après. Ça, c'est le quatrième critère. Le cinquième critère qu'il faut vérifier avant de choisir le test statistique, c'est les conditions d'application. Donc, on l'a dit tout à l'heure, souvent les chercheurs, dans la précipitation, ils vont aller directement au test paramétrique sans vérifier les conditions d'application. Donc, ils auront des résultats biaisés. On ne pourra pas faire confiance à ces résultats. Donc, quelles sont les conditions qu'il faut vérifier? Il faut toujours commencer par la normalité. Vous allez me dire comment on va vérifier la normalité. Il y a des tests statistiques. D'accord? Si vous allez chercher dans la littérature, vous allez trouver qu'il y a des tests statistiques qu'on utilise pour vérifier la normalité des distributions.
On peut également supposer que la distribution suit la loi normale si la taille de votre échantillon elle est grande. Quel est le seuil ici? Le seuil, c'est la valeur de 30. D'accord? On va supposer, si la taille de votre échantillon elle est supérieure à 30, on va dire que la distribution éventuellement suit la loi normale. Mais l'idéal, bien sûr, ça reste toujours d'utiliser des tests statistiques. Il y a d'autres tests statistiques qui utilisent d'autres conditions, par exemple l'égalité des variances, l'indépendance des observations et d'autres effectifs théoriques, etc. Toujours vérifier quelles sont les conditions d'application de ce test. Pour résumer, je vais donner maintenant l'algorithme que vous pouvez utiliser dans le choix des tests statistiques. Il faut toujours commencer par la définition de type de variable. Est-ce que vous allez comparer des variables quantitatives, qualitatives ou bien des variables qui dépendent du temps? C'est l'exemple des survies. D'accord? L'analyse de survie. Après, vous allez vérifier la variable de regroupement, c'est-à-dire quel est le nombre de groupes. Est-ce que vous allez comparer une variable quantitative, un seul groupe, par rapport à une population de référence? Donc ici, vous allez utiliser le test T pour échantillon unique. Ça, c'est le test paramétrique. Ou bien vous allez utiliser le test non paramétrique correspondant. Si vous allez comparer, par exemple, la moyenne de l'âge entre deux groupes, entre hommes et femmes, vous allez également utiliser le test T de student pour échantillon indépendant, ou bien le test non paramétrique de Mann-Whitney. Si vous allez comparer la moyenne de la fréquence cardiaque avant et après la course sur le même groupe, donc ici vous avez deux séries à Paris, vous allez utiliser le test T de student échantillon à Paris. Si vous allez comparer la moyenne de plusieurs groupes, comparer la moyenne, par exemple, de la pression artérielle entre trois groupes, sujets de poids normal, surpoids et obèse. Et ici, vous allez utiliser un autre test, c'est le fameux test ANOVA, analyse de variance. Ça, c'est le test paramétrique. Et vous avez également la possibilité d'utiliser son test non paramétrique correspondant, c'est le test de Kruskal-Wallis ou bien de Friedman. Si vous cherchez une relation entre deux variables, vous êtes dans la corrélation. Soit paramétrique, corrélation de Pearson, ou bien non paramétrique, c'est corrélation de Spearman. Et vous pouvez également faire la régression linéaire si vous cherchez à prédire la valeur d'une variable à partir d'une autre variable. On appelle ça la régression linéaire. Si la variable que vous allez comparer, c'est une variable qualitative, par exemple, on va comparer une prévalence. Donc, qualitative, c'est prévalence, c'est un pourcentage. Si vous avez un seul groupe que vous allez comparer à une population de référence, vous avez le Ki2, le test de Ki2, ça c'est paramétrique, ou bien le test exact de Fisher qui est le test non paramétrique. Si vous avez deux groupes, c'est les mêmes tests, Ki2 exact, et vous pouvez faire la régression logistique. Si vous cherchez une concordance, ici on ne parle pas de corrélation, d'accord? La corrélation, c'est pour des variables qualitatives et quantitatives. Ici, pour les variables qualitatives, on parle de concordance. Donc, vous avez utilisé soit le test de Bach-Lemar, ou bien le test Kappa. Si vous allez comparer, par exemple, la prévalence, un pourcentage entre plusieurs groupes, vous voyez que c'est les mêmes tests. Donc, Ki2, test exact de Fisher, régression logistique. Et si vous allez comparer une variable qualitative avec une variable quantitative continue, vous avez la possibilité d'utiliser la régression logistique, la sensibilité, la spécificité et la courbe ROC. Ça, c'est pour les tests diagnostiques. Pour les variables temps dépendants, qu'on appelle des études de survie ou analyse de survie, vous avez ce qu'on appelle les modèles de régression, le modèle de Kaplan-Meier, le test de Lagrange et la régression Cox. Okay? Bien sûr, tous ces tests statistiques nécessitent un développement. L'objectif de cette présentation, c'est juste pour vous orienter par rapport au choix de tests statistiques. Si vous voulez avoir plus de détails, donc vous pouvez chercher soit dans des ouvrages, donc il y a beaucoup d'ouvrages sur les tests statistiques, ou bien si vous êtes intéressé, vous avez la formation analyse statistique sur la plateforme. Voilà, on a terminé la présentation. On va juste clôturer cette visioconférence par ces situations problèmes. Avant de continuer, il y a des questions. Oui, est-ce que vous avez des questions? Il y a une question de Dr. Belrazi par rapport à la survie. Donc, l'analyse de survie, c'est, je reviens juste ici, pardon. Voilà. La survie, c'est une variable qui dépend du temps, contrairement aux variables quantitatives et qualitatives. La variable qui dépend du temps, elle est analysée d'une façon différente par rapport aux variables quantitatives et qualitatives. C'est-à-dire,
Ici, une variable qui dépend du temps, supposons que vous dans un essai, par exemple, un essai thérapeutique en oncologie, vous allez tester l'efficacité d'un médicament, d'un nouveau médicament par rapport à un médicament classique, ou un médicament de référence. Quel est le critère de jugement que vous allez utiliser? Bien sûr, certainement, ce n'est pas le guérison. D'accord? Si, par exemple, ce cancer n'est pas guérissable. Le critère de jugement, si, par exemple, la durée de survie. C'est quoi la durée de survie? C'est-à-dire, c'est le délai entre le diagnostic et le décès du patient. C'est ça la survie. Donc, le patient, par exemple, était diagnostiqué aujourd'hui, atteint, par exemple, d'un type de cancer. Combien de jours il va rester après le diagnostic? Ça, c'est la survie. Et l'objectif du traitement en oncologie, c'est de prolonger cette survie. Donc, quel est l'événement recherché ici? C'est l'événement, c'est la survenue du décès. Donc, le décès, c'est une variable qui dépend du temps. Dans ce type d'analyse, on parle de ce qu'on appelle l'analyse de survie. Et on a un type particulier de test statistique qu'on appelle le modèle de Kaplan-Meier ou bien le régression de Cox. D'accord? Kaplan-Meier et régression de Cox, c'est le modèle utilisé dans les analyses de survie. Est-ce que c'est clair? D'accord, très bien. Donc, on va commencer par la première situation problème. Dans un essai clinique contrôlé randomisé de supériorité, vous connaissez maintenant la signification de ces termes, on désire comparer l'efficacité d'un nouvel antibiotique, ATBN, sur 100 patients atteints d'une maladie infectieuse N. Donc, on a fait un tirage au sort de deux groupes de 50 patients. Un groupe est soumis à la nouvelle molécule, ATBN, et le second est soumis à un traitement de référence, le ATBF. Donc, ici, on a comparé l'efficacité de notre nouveau médicament par rapport à un gold standard, un traitement de référence. Le résultat de cet essai clinique, le pourcentage de guérison chez le groupe traitement, c'est 60%, et chez le groupe contrôle, c'est 40%. La question qui est posée par les chercheurs, le taux de guérison est-il différent entre ces deux traitements? Comment vous allez répondre à cette question? Suivant, bien sûr, le principe du test statistique, la logique d'application des tests statistiques. Oui, très bien. Il faut suivre les étapes, suivre les étapes. Quelle est la première étape? La première étape, c'est de définir d'abord l'hypothèse de recherche. Quelle est l'hypothèse de recherche ici, dans cet exemple? Une simple différence entre les deux? Il faut bien lire la situation. Oui, c'est précisé, c'est un essai clinique de supériorité. Qu'est-ce que ça veut dire un essai clinique de supériorité? Très bien, Islam. Donc, c'est de prouver que le nouveau médicament, la ATB1, est plus efficace que la TBR. Voilà, tout à fait, parfait. Donc, quelle est l'hypothèse de recherche ici? C'est ATBN supérieur à ATBR. Donc, l'hypothèse de recherche, c'est que le nouveau médicament ATBN est plus efficace que le médicament de référence. Et quelle est l'hypothèse nulle ici? Il n'y a pas de différence. Je ne vous entends pas, docteur. Il n'y a pas de différence. Pas de différence, c'est-à-dire ATBN est égal à ATBR. ATBR. Voilà, donc c'est-à-dire les deux médicaments, ils ont le même niveau d'efficacité. Tout à fait. OK, donc on va commencer. Donc on a dit que l'hypothèse de recherche, c'est ATBN supérieur à ATBR. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un essai de supériorité. L'hypothèse nulle, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire ATBN est égal à ATBR. Quelle est la troisième étape? C'est de définir le seuil, n'est-ce pas? Très bien, donc on fixe le seuil de risque alpha. Supposons qu'on a fixé le seuil de risque alpha à 0,05. Voilà, alpha à 5%.
L'étape suivante, c'est de faire le choix, n'est-ce pas? Faire le choix de test statistique. Dans cette situation, bien sûr, je ne veux pas vous juger sur ça. Sur la base de l'algorithme qu'on avait tout à l'heure, quel est le test statistique adéquat pour comparer deux pourcentages? Oui, c'est le test KID. Oui, tout à fait. C'est le test KID. Mais pour trancher, pour dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le test KID? Qu'est-ce qu'il faut vérifier d'abord? Tout à fait. Très bien. Parfait. On doit vérifier les conditions d'utilisation de tests statistiques. Toujours. Ça, c'est une condition. C'est une règle. Il ne faut jamais appliquer les tests statistiques, jamais appliquer les tests statistiques sans vérifier les conditions de validité. Il faut s'assurer que le test peut être utilisé et que les conditions de validité sont réunies. Toujours vérifier. Et vous avez maintenant l'algorithme, vous avez se référer à l'algorithme pour faire le bon choix. D'accord? Ici, vous avez de comparaison de deux pourcentages. Donc, vous avez le choix. Soit c'est test Ki2, soit c'est le test non paramétrique, le test exact de Fisher. Donc, avant de faire le choix, il faut vérifier là les conditions de validité. Essentiellement, c'est la normalité. D'accord? Lorsqu'on parle des conditions d'utilisation, essentiellement, c'est la normalité. Bien sûr, il y a des conditions particulières pour quelques tests statistiques. OK, donc on a choisi le test Ki2. Supposons qu'on a trouvé que on peut utiliser le test Ki2. On a calculé le test Ki2 et on a trouvé une valeur de petit b est égale à 0,02. D'accord. Quelle serait votre conclusion sur la base de ces résultats? Très bien. Donc l'hypothèse, quelle est l'hypothèse vraie? C'est l'hypothèse de recherche. Donc l'hypothèse nulle, elle est rejetée. Ah, très bien, docteur Ali. Donc c'est H0 qui est rejeté. Donc H1, elle est retenue. H0, elle est rejetée. Donc on continue notre raisonnement. Sur la base de ces résultats, en comparant la valeur de petit p générée par le test Ki2 par rapport au risque alpha qui a été défini a priori dans le protocole, on trouve que la valeur de petit p est inférieure au risque alpha. Donc il y a une différence statistiquement significative. Donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Ici, on va rejeter l'hypothèse nulle. On va conclure quoi? On va conclure que l'hypothèse alternative, c'est-à-dire H1, elle est vraie. C'est-à-dire notre hypothèse de recherche, elle est vraie. OK? Maintenant, il y a une autre question qu'il faut se poser. Et on va l'aborder, Inch'Allah, à partir du deuxième module. Ici, vous êtes devant une signification statistique. Mais la question que je pose, est-ce que cette différence de 20% entre le nouveau médicament et les médicaments de référence est cliniquement acceptable? Ici, ça n'a rien à voir avec les tests statistiques. Ici, c'est aux chercheurs, c'est aux cliniciens de décider, de dire est-ce que cette différence de 20% est cliniquement acceptable? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est un bénéfice, d'accord? C'est un bénéfice pour le patient ou ça ne sert à rien? Par exemple, je prends notre exemple très simple. Si on va comparer, par exemple, deux antihypertenseurs, et on va trouver que le nouveau médicament, il va diminuer, par exemple, la pression artérielle de 2 mm mercure. Est-ce que cette différence de 2 mm mercure, elle est bénéfique pour le patient ou non? Donc, il faut faire la différence entre statistiquement significatif et cliniquement significatif. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération dans l'interprétation des essais cliniques. Comment on appelle cette notion dans la lecture critique? C'est la pertinence clinique. D'accord? À partir du deuxième module, Inch'Allah, on va voir les trois principaux critères utilisés dans la lecture critique, à savoir la validité interne, la validité externe et la pertinence clinique. Ce qu'on appelle également l'applicabilité. Ce n'est pas spécifique aux essais cliniques, hein. C'est la notion d'applicabilité. C'est-à-dire, est-ce que les résultats de cette étude sont applicables? Si les résultats ne sont pas applicables, donc ça ne sert à rien de publier cette étude. Si vous trouvez que la différence n'est pas cliniquement significative. Donc ça ne sert à rien. Vous avez compris le principe, donc la différence entre cliniquement significatif et statistiquement significatif?
Est-ce que cette significativité clinique, on doit la définir à l'avance dans notre Oui, étude? oui, tout à fait. Oui, ça, c'est défini à l'avance par les chercheurs. Voilà, c'est-à-dire on doit obtenir au moins 20% de différence, au moins 10%. Oui, C'est-à-dire c'est les chercheurs. Supposons, oui, tout à fait. Par exemple, supposons que dans cet essai clinique, les chercheurs, ils ont défini un seuil, par exemple, de 15%. D'accord? oui, Ils ont oui, trouvé que dans cet essai clinique, ils ont obtenu une différence de 20%. Donc, on peut dire que l'essai clinique, il est concluant. Donc, les résultats sont cliniquement significatifs. très bien. Oui. Et bien sûr, cette valeur, elle dépend également du type de l'essai, parce qu'ici, nous sommes devant un essai de supériorité. Dans les autres types, les choses vont changer. Par exemple, dans un essai de non-infériorité, c'est pas la même chose, c'est pas le même raisonnement. D'accord? Donc, il y a beaucoup de détails par rapport à ce point, par rapport à ce qu'on appelle le MCID. C'est la valeur minimale cliniquement significative ou cliniquement pertinente. D'accord? Vous pouvez chercher sur, par exemple, Google It, le MCID. D'accord? Le MCID, c'est en anglais, c'est Minimal euh, Clinical Import Difference. C'est-à-dire que c'est la différence minimale cliniquement significative. En comparant, par exemple, dans notre exemple, en comparant, par exemple, deux types d'insuline. D'accord? Comparant deux types d'insuline. Et on va prendre comme critère de jugement, par exemple, la valeur de l'HbA1c, l'HbA1c. On va définir quelle est la valeur ou quelle est la différence cliniquement significative. La valeur cliniquement significative dans un essai de supériorité, c'est la valeur de 1%. C'est-à-dire si on va diminuer la valeur de l'HbA1c de 1% avec le nouveau médicament, ça c'est un bénéfice pour le patient. Donc on peut dire que cet essai clinique il est concluant et on peut également proposer l'utilisation de ce nouveau médicament. Par contre, si on va trouver que la diminution elle est inférieure à 1%, donc ce n'est pas significatif. D'accord? Donc toujours la différence significative, je parle de point de vue clinique ou bien pratique, elle est définie par les chercheurs avant l'essai clinique. D'autres questions? On passe à la deuxième situation? D'accord. Dans cette deuxième situation, il s'agit d'une étude 4 mois menée au niveau d'un service d'urologie et on cherche à évaluer l'association ou l'imputabilité de tabagisme actif dans le développement de cancer de la vessie. Pour répondre à cette question, on recule deux groupes de 500 patients, un groupe de patients atteints de cancer de la vessie et le second composé de sujets supposés sains, donc c'est les témoins. Donc vous avez ici groupe malade et groupe non malade. On a interrogé ces deux groupes de patients sur leur passé tabagique. Donc, on a calculé la fréquence de tabagisme actif chez les deux groupes. La fréquence chez le groupe atteint de cancer de la vessie, c'était 30%, et chez les témoins, elle était à 10%. Donc, la question, le tabac est-il un facteur de risque de cancer de la vessie? Comment vous allez répondre à cette question? En suivant toujours le même plan, quelle est l'hypothèse de recherche? Oui, le tabagisme, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que le tabagisme augmente le risque de cancer de la vessie. D'accord? Ça, c'est l'hypothèse de recherche. Voilà. Le tabagisme augmente le risque. Quelle est l'hypothèse nulle de cet essai clinique? Il n'y a pas de relation, tout à fait. Il n'y a pas d'association. Donc, l'hypothèse de recherche,
c'est que le tabac, c'est un facteur de risque. L'hypothèse nulle, il n'y a pas de relation du tout entre le tabac et le cancer de la vessie. Très bien. Troisième étape, sachant ici, il s'agit d'une étude 4 témoins. D'accord. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer un indicateur. Voilà, calculer ce qu'on appelle l'odds ratio. Définir bien sûr le risque alpha. Pourquoi ici? Parce qu'avant de calculer l'odds ratio, on doit utiliser le test Ki2. Pourquoi on va utiliser le test Ki2? Parce qu'on va comparer deux pourcentages. D'accord? Donc j'attire ici votre attention. Dans les études cas témoins ou les études cohortes, il ne faut pas aller directement au calcul des risques relatifs et l'odds ratio. Vérifiez d'abord est-ce qu'il y a une dépendance, qu'on appelle le test d'indépendance, le test Ki2 d'indépendance. Donc, le test Ki2 d'indépendance, c'est le test statistique qu'on doit appliquer dans les études cas témoins et les études cohortes, parce qu'on va comparer des pourcentages. Ici, on va trouver que la valeur de petit p, elle est significative. On va passer par la suite au calcul des indicateurs d'association qui indiquent la force de l'association, c'est-à-dire c'est l'odds ratio dans les études cas témoins ou bien le risque relatif dans les études cohortes. Donc, pour répondre à cette question, on doit d'abord tracer le tableau croisé. Donc, ça, c'est le tableau croisé qui correspond à l'étude cas témoins. Et toujours par convention, ça, c'est une règle, les malades et les non-malades sont représentés dans les colonnes et l'exposition est dans les lignes. Donc, exposé, non exposé, malade, non malade. D'accord? À partir de ce tableau, bien sûr, après la vérification, vous allez appliquer le test Ki2. On a appliqué le test Ki2. On a trouvé que la valeur de petit p, elle est inférieure à 0,05. Donc ici, on a le droit de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de calculer l'odds ratio. L'odds ratio, c'est un rapport de cote d'exposition. Donc comment on calcule la cote d'exposition? C'est le nombre, par exemple, ici. C'est un rapport entre la cote d'exposition dans le groupe malade sur la cote d'exposition dans le groupe témoin. La cote d'exposition, c'est quoi? C'est le rapport de l'effectif exposé sur l'effectif non exposé. D'accord? Exposé, non exposé. C'est-à-dire 150 sur 350. 150 sur 350. Ça, c'est la première cote. La cote dans le groupe malade. Divisé par la cote dans le groupe témoin. La cote dans le groupe témoin, c'est la même chose. Donc, c'est les exposés, les fumeurs, sur les non exposés. 50 sur 450. Donc, ici, vous avez un rapport de deux ratios. Donc, 150 sur 350, divisé par 50 sur 450. Donc, on va inverser le rapport dénominateur. Donc, il y aura 150 fois 450, divisé par 350 fois 50. Vous allez trouver cette valeur de l'autre ratio, 3,86. Comment vous allez interpréter cette valeur d'odds ratio? Est-ce qu'il y a une association ou il n'y a pas d'association? Est-ce que statistiquement significatif ou non significatif? Essayez de répondre. Oui, c'est significatif parce qu'il n'y a pas le 1 dans l'intervalle de confiance. Il ne passe pas par le 1. D'accord, c'est significatif. Maintenant, quel est le sens et la force de l'association? C'est dans le sens de l'exposition. L'exposition va augmenter le risque du cancer de 3,86 fois. On a 3,86 fois plus de risque d'avoir le cancer quand on est fumeur. D'accord, c'est-à-dire ici, le sens, c'est dans le sens de facteur de risque. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Donc, ça correspond à notre hypothèse de recherche. D'accord, je reviens à notre hypothèse de recherche. C'était quoi notre hypothèse de recherche? C'est de prouver que le tabac, c'est un facteur de risque de cancer de la vessie. Et c'est confirmé par la valeur de l'odds ratio. Donc, l'odds ratio, il est supérieur à 1. Donc, c'est dans le sens d'augmentation de risque. Si c'était par exemple 0,86, 0,86, ça veut dire que c'est le contraire. Ici, le tabac diminue le risque de cancer de la vessie. Si c'était par exemple 1,01, 1,01, ça veut dire que c'est proche de 1. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'association. Donc, tant que l'odds ratio il est supérieur à 1, on dit que l'exposition ici augmente le risque. Ça, c'est le premier critère. Donc, dans l'interprétation, ça, c'est une règle générale.
Dans l'interprétation de l'odds ratio et du risque relatif, il faut prendre en considération trois éléments. Quels sont ces trois éléments? D'abord, le sens de l'odds ratio et du risque relatif. Est-ce que c'est supérieur à 1? Donc, on parle d'exposition qui augmente le risque. Ou bien c'est inférieur à 1, donc on parle d'exposition qui diminue le risque. Donc, ici, c'est un facteur protecteur. Ça, c'est le premier point, donc le sens. Le deuxième point, c'est la valeur absolue de le ratio. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'elle indique, cette valeur de 3,86? Elle indique la force d'association. D'accord? C'est 3,86. C'est-à-dire les sujets cancéreux atteints de cancer de la vessie, ils ont exposé 3,86 fois par rapport aux témoins. D'accord? Ça, c'est la force de l'association. Le troisième élément qu'il faut prendre en considération dans l'interprétation de votre ratio, c'est cet intervalle de confiance. Comment on va l'interpréter ici? C'est par rapport à la valeur du 1. C'est quoi la valeur du 1? La valeur du 1 qui indique qu'il n'y a pas d'association. Si on va trouver que la valeur du 1 se trouve dans cet intervalle, on va dire que cette association, elle n'est pas significative. Statistiquement, elle n'est pas significative. Dans cet exemple, est-ce que vous trouvez la valeur du 1 dans cet intervalle? Non, elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, ça, c'est la conclusion de cette étude. Odds ratio supérieur à 1, intervalle de confiance ne contient pas la valeur du 1. Donc, on peut confirmer notre hypothèse. Le tabagisme actif, c'est un facteur de risque de cancer de la vessie. Donc, vous voyez le raisonnement, c'est simple. Il faut juste suivre les règles. Donc, si vous voulez avoir des résultats fiables et vous voulez appliquer un test statistique dans les meilleures conditions, il faut suivre les étapes. Suivre les étapes et bien sûr suivre la logique. Donc, il y a toujours des règles à suivre pour avoir des résultats fiables. Donc, vous voyez, on a pu répondre à cette question tout simplement en suivant les étapes. L'hypothèse de recherche, l'hypothèse nulle, le risque alpha, appliquer le test statistique, vérifier les conditions d'application, appliquer le test qui mesure la force d'association et bien sûr avoir une idée bien sûr précise sur comment interpréter ces tests statistiques. Donc, il faut toujours vérifier comment on interprète ces tests statistiques. Voilà, notre présentation, notre visioconférence ce soir touche à sa fin. Donc, j'ouvre maintenant le débat pour vos questions, si vous avez des questions. Donc, on a déjà une première question de Dr. Hamel. Comment on obtient l'intervalle de confiance? L'intervalle de confiance, il y a une formule de calcul. OK? Je reviens ici. Comment on a obtenu cet intervalle de confiance? C'est une formule de calcul qui inclut à la fois la valeur de qui 2, d'accord, et la valeur de l'odds ratio. Actuellement, on n'a pas besoin d'utiliser des formules de calcul. Donc, il y a des logiciels statistiques qu'on peut utiliser pour calculer ces intervalles de confiance. D'autres questions? La question de Dr. Berazi, que doit mentionner le chercheur dans sa méthodologie? Je n'ai pas compris par rapport à quoi. Par rapport à quoi? Par rapport au choix du test statistique ou par rapport au protocole? Ah, d'accord, très bien. Dans l'article, la partie matériel et méthode. Oui, dans la partie matériel et méthode. Dans un article, c'est un résumé de la partie matériel et méthode de protocole. Pour le détail, c'est relatif, parce on peut pas tout mettre dans un article. Contrairement au manuscrit, par exemple, de thèse ou de mémoire. Dans la thèse ou bien dans le mémoire, on doit mettre le détail sur le protocole. Mais dans un article, on va mettre juste les éléments clés. Par exemple, la définition de la population, on doit toujours commencer d'abord par le schéma de l'étude, c'est-à-dire il s'agit d'un essai clinique, cohorte, essai expérimental, transversal. Après, on doit définir la population par les critères d'inclusion. Donc, il faut définir la population de l'étude, le contexte géographique, la période, par exemple, de l'étude.
Troisième élément, c'est les variables de l'étude. Donc, il faut toujours préciser qu'est-ce que vous avez mesuré. Des variables, par exemple, sociodémographiques, des variables cliniques, biologiques, expérimentales. Et toujours la dernière partie dans la section matériel et méthodes, c'est l'analyse statistique. Quels sont les tests statistiques que vous avez utilisés et quel est l'outil, c'est-à-dire le logiciel utilisé pour avoir les résultats des tests statistiques. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, tout à fait, docteur Iman. On doit toujours décortiquer les résultats. C'est-à-dire, malheureusement, on a l'habitude d'aller directement à la conclusion pour voir quelle est la conclusion générale de cette étude, de cet essai clinique. Mais en fait, on doit vérifier tout le processus en amont de cette conclusion. Est-ce que les chercheurs, ils ont respecté, par exemple, le protocole? Est-ce que le protocole était bien rédigé? Est-ce qu'il y a tous les détails dans la partie matériel et méthode? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix de protocole? On a vu la dernière fois, dans la dernière présentation, le critère d'adéquation entre la question de recherche et le protocole. Est-ce que la question de recherche correspond, ou plutôt, est-ce que le protocole de recherche correspond à la question de recherche? C'est l'adéquation. On doit vérifier aussi par rapport à l'analyse statistique, par rapport à l'interprétation des résultats. Donc, il faut décortiquer les résultats pour juger la qualité de l'article. D'autres questions? Je vous en prie, docteur. Je profite de l'occasion pour, justement, parce que apparemment, il y a des apprenants qui ont un souci par rapport à la plateforme. Est-ce que tout le monde, maintenant, a l'accès au support de la plateforme? Est-ce que vous avez tous l'accès à la plateforme? Très bien. Donc, donc, il n'y a aucune personne actuellement qui a un problème. Je pense que le docteur Alili a un souci. Ça a été réglé, docteur Alili. Ah, c'est réglé, très bien, tant mieux. Docteur Emma, vous avez dit qu'il y a des cours vides. Quels sont les cours vides? J'ai pas compris. C'est des espaces vides. Non, je me rappelle pas du titre du cours. Celui qui vient après celui-là, base statistique. Quand je rentre dans le cours, on me dit cette section est encore vide pour le moment. Je sais pas, en principe, tous les supports sont J'ai sur essayé place. plusieurs fois et à chaque fois, ils me mettent ça. Le prochain cours, j'ai oublié le titre. Oui. Faut- Le prochain cours, c'est le module 2. Oui, Une minute, je vais vérifier rapidement. je ne suis pas sur la plateforme là, mais je vais vérifier et vous dire le titre du cours. Je sais pas, je vais vérifier, ben, je suis connecté. C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a que les deux premiers cours. C'est-à-dire les deux premiers cours de module 1, ou bien vous parlez des deux modules. Non, le module. Les grands schémas de recherche, puis les notions de base des statistiques, c'est tout. Il n'y a pas la suite. Vous n'avez pas la suite, j'ai pas compris. Comment vous n'avez pas la suite? C'est bizarre. Concept statistique, Oui. type d'article scientifique et structure, il n'y a pas. Il n'y a pas une partie de la structure.
C'est-à-dire, il n'y a pas le cours. Bizarre, ça. Il n'y a pas du tout le cours. Quand on rentre dedans, Ah, c'est ils mettent, c'est empty. It's empty. empty. Voilà. D'accord, je vais vérifier peut-être qu'il y a un problème sur la plateforme. C'est-à-dire pour le module 1, c'est ça? Pour le module 1, vous avez là trois parties en principe. Vous avez des Voilà, grands pour le schémas de module 1, recherche. on n'a Oui. que les deux premiers. C'est tout. Et pour le troisième, concernant l'article, c'est ça. Les types d'articles, structure d'un article, il n'y a pas. C'est vide, il n'y a pas de tout de référence. Oui, non. D'accord, je vais vérifier avec Oui. l'administrateur de la plateforme. En fait, tout a été mis avant le début de la formation. Et pour le module 2, qu'est-ce que vous avez vérifié? Je ne sais pas, normalement, il n'y a pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose pour le module 2, il n'y a pas de support. Le module 2, c'est méthode de lecture d'un article. Celui-là, il y est, ce cours. Ah, très bien, donc vous avez des cours. Si c'est méthode de lecture d'un article, il y est, oui. Oui, oui. Donc, Oui, il y a juste la troisième partie de module 1. c'est ça qu'il n'y a pas. Donc, c'est cette partie qui manque. OK, donc je vais vérifier avec l'administrateur. Concernant notre prochain rendez-vous, est-ce que vous avez des propositions par rapport à la date et également par rapport au créneau, par rapport au timing? Ou bien on fait un sondage sur le groupe. Est-ce que tout le monde d'abord est sur le groupe de discussion sur WhatsApp? Est-ce que vous êtes tous avec nous dans le groupe WhatsApp? Non? Ah, Dr Chibani n'est pas avec nous. Est-ce que vous avez reçu le lien, Dr Chibani, ou on n'avait pas de compte WhatsApp? Je sais pas. Voilà, il y a une réponse que j'ai pas fait attention, une question, pardon, de Dr Chibani. Pour les quiz, est-ce qu'on peut connaître où sont les réponses fausses pour refaire? Oui, il y a une possibilité de vérifier, parce que l'objectif des quiz, c'est l'apprentissage, c'est l'auto-évaluation. C'est pas l'évaluation qu'on appelle l'évaluation sommative, c'est une évaluation formative. C'est pas une Oui, évaluation comme sommative. j'ai beaucoup de... Donc, j'aimerais bien connaître les fausses réponses. C'est-à-dire Oui, pour moi, pouvoir oui, refaire. vous pouvez vérifier. Oui, vous pouvez vérifier de bonnes réponses. Parce que l'objectif, c'est l'objectif d'apprentissage, c'est pas pour vous sanctionner. Mais on n'a pas trouvé comment C'est où? vérifier. Moi, je n'ai pas trouvé. Comment vérifier, justement? Vous n'avez pas trouvé comment vérifier les réponses? Non. Oui. Si, en principe, il y a une possibilité. C'est pas grave, la prochaine fois, je vais vous montrer sur la plateforme. Donc, avant de commencer le module, on va faire une visite sur la plateforme, comme ça, vous aurez une idée comment ça fonctionne. Surtout concernant cette partie des quiz. Donc, qu'est-ce que vous disiez par rapport au rendez-vous? Vous proposez qu'on garde le lundi, donc ce sera le lundi prochain. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Et pour le créneau, est-ce que 23 heures, ça vous convient? Oh, Sachant 23 heures. que lundi prochain, c'est le mois de Ramadan. C'est pas évident, 23 heures, vous voulez avant, après? Ah, pas juste avant le Maghreb. Ça, c'est pas possible. Certainement. On peut regarder ce 21h30, 10h. On va dire 22 heures. 22 heures, 22h30. S'il vous plaît, c'est des cours qui vont durer combien? C'est-à-dire la durée du cours, c'est 1h30, c'est 2 heures, Une c'est... moyenne, c'est 1h30, oui, une moyenne 1h30. Parce que vu que c'est le mois de Ramadan, donc je ne peux pas faire des visioconférences de 3 heures ou de 3h30. Donc je vais essayer même pour les visioconférences
de les partager sur 2, 3 séances, comme on a fait avec la visioconférence 1. Moi, je Parce pense qu'il que y aura beaucoup de détails. Oui, oui, allez-y. si on fait moins de 1h30 ou 1h30 maximum, moi, je suis d'accord pour 22h. 22 heures. OK, donc on va commencer à 22 heures et on va garder une durée de 1h30. C'est-à-dire, même si on va pas terminer le contenu, on va le faire sur plusieurs séances. Et voilà, c'est ça. Moi, je ne peux pas faire plus. Voilà. Après, Oui, je sais pas. non, oui, même c'est-à-dire sur le plan pédagogique, on ne peut pas faire plus de. C'est difficile. La dernière fois, celui de la semaine passée, c'était un peu difficile. On a tardé, et c'était un peu difficile C'est à... vrai, oui, c'est vrai. Mais justement, j'ai demandé, si vous vous souvenez, j'ai demandé après 1h30, quelle est votre décision? Est-ce qu'on s'arrête ou bien on continue? Donc, vous avez décidé de continuer, donc on a fait presque 3 heures et quelques. Mais je préfère de s'arrêter après 1h30, 2 heures au maximum. Surtout avec Ramadan, comme disait Dr. Chibani, c'est pas évident de faire 2 heures ou 3 heures le soir. Donc, si vous êtes d'accord, on va opter pour lundi prochain, Inch'Allah, à partir de 22 heures. Tout le monde est d'accord? Très bien, donc on est d'accord sur le principe. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera le lundi prochain, à partir de 22 heures. Je vais poster bien sûr sur le groupe WhatsApp le lien. Et vous trouvez le lien également sur la plateforme, dans l'espace de la visioconférence numéro 2. Donc, à partir du mois de la semaine prochaine, on va commencer la méthode de lecture critique. Donc, on va commencer par les critères de lecture critique. On va essayer d'aller doucement. Donc, ça demande, il y aura beaucoup de nouvelles notions pour vous, de nouveaux concepts. Donc, on va essayer à chaque fois de démystifier ces concepts, insister sur des exemples pour préparer par la suite le module 3 et le module 4. Parce que la pratique, c'est à partir du module 3. Donc, dans le module 3, on va commencer par les grilles, étudier les grilles d'évaluation, les grilles d'évaluation générale et spécifique. Et le module 4, on va appliquer sur 2 types d'études, les études de cohorte et les études expérimentales. Comment être dans le groupe WhatsApp? Je vais vous envoyer l'invitation. D'accord? Donc, chez Ben, il faut juste m'envoyer votre adresse mail. Je vais vous envoyer le lien par mail. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre persévérance. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain. D'ici là, donc, je vous donne comme ça, à la prochaine, Inch'Allah. Très bien. Au revoir. Salam.